Amis expatriés, bonjour. Peut-être avez-vous vu le film Hibernatus. Vous vous souvenez quand tout à coup le héros, après un long sommeil, arrive dans ce qui pour lui est le futur et que personne ne comprend d'où sort ce bonhomme qui ne comprend rien au nouveau code. Eh bien, peut-être êtes-vous comme moi et quand il s'agit d'école de commerce, peut-être avez-vous tout simplement 30 ans de retard. Si vous parlez encore d'école de commerce, si vous cherchez encore Subdeco La Rochelle, Subdeco Tours ou Subdeco Orléans, ou peut-être même l'ESC Orléans, peut-être que vous avez loupé une étape. Si quand vos enfants vous parlent de bachelor ou de MS of Science et que vous leur répondez qu'en France ça n'existe pas, eh bien, il est peut-être temps de se mettre à la page. Alors que vous soyez un ancien d'école de commerce qui a envie de raccrocher les wagons, ou surtout un parent un peu inquiet d'une jeune progéniture qui a grandi à l'étranger et où vous vous demandez comment est-ce que vous allez pouvoir l'aider à s'orienter dans un nouveau monde, eh bien, vous êtes les bienvenus aujourd'hui pour rencontrer nos interlocuteurs. Nous avons invité Sébastien Chantelot, qui est le directeur de l'école Excelia, et Caroline O'Neill, qui est directrice pédagogique du groupe Excelia, pour nous parler de ce Big Bang des écoles de commerce en France. Alors Sébastien et Caroline, bonjour. Bonjour à tous et Bienvenue à dans ce toutes, bonjour live. Alix. Merci beaucoup pour le temps que vous allez nous consacrer aujourd'hui, parce que c'est précieux. Donc, vous allez juste nous faire gagner 20 ans. Je veux dire qu'en 40 minutes, c'est quand même un bon deal. Merci beaucoup. Bienvenue à vous tous, amis expatriés qui nous regardez, que vous soyez des anciens d'écoles de commerce qui veulent se mettre à la page, que vous soyez donc ces parents qui veulent se renseigner sur l'avenir de leurs enfants, que vous soyez des jeunes enfants expatriés. Je sais qu'il y a déjà un certain Thomas qui nous regarde, qui m'a dit « Ah bah, je vais regarder avec maman, ça lui fera pas de mal, elle comprend rien de ce que je lui raconte. » Mais je pense aussi que pour Thomas, c'est pas mal. Je suis pas sûre que Thomas n'apprenne rien parce que je peux vous dire que quand on a discuté avec Sébastien et Caroline pour préparer cet entretien, on a tous, dans l'équipe d'Expat Communication, appris beaucoup de choses et même les stagiaires d'école de commerce qui sont chez nous ont terminé l'entretien et sont venus me voir en me disant « Attends Alix, c'était canon, maintenant je comprends ce qui se passe autour de moi. » Donc voilà le challenge qu'on a pour les 40 minutes qui viennent. Comprendre le nouveau paysage, le nouveau mercato, on a même dit, des écoles de commerce en France, à travers le cas, parce que vous savez qu'en école de commerce, on fait toujours des business cases. Donc aujourd'hui, on va étudier le business case d'Excelia, qui est l'étoile montante, je crois que c'est pas exagéré de dire ça, des écoles de commerce. Première question pour commencer, Sébastien, je crois que cette question est pour vous. Si jamais on devait en 1 minute résumer le changement, qu'est-ce que vous nous diriez? En 1 minute, peut-être Ouais, 3. gros challenge, mais vous n'êtes pas le directeur d'Excelia pour rien. Challenge, exactement, on a l'habitude. En 1 minute, peut-être trois grands faits saillants, trois mots-clés qui vont peut-être certainement participer à la compréhension globale des changements. Tout d'abord, c'est la concentration et l'hypercompétition, hein, des noms qui ont changé, des nouveaux acteurs qui sont apparus et des acteurs aussi qui ont disparu dans le milieu des écoles de management. Ensuite, c'est l'internationalisation. On va le retrouver dans tous les interstices de l'ensemble des écoles, que ce soit en France ou même avec des présences à l'étranger d'écoles de management françaises. Et enfin, le dernier point, c'est très certainement la pédagogie, puisque les grandes écoles innovent en permanence d'un point de vue de la pédagogie et s'écartent vraiment du modèle traditionnel universitaire avec des pédagogies extrêmement actives et où beaucoup d'innovation, beaucoup de digital, beaucoup de nouveaux moyens pour avoir des pédagogies actives et surtout interactives. Donc, concentration, hypercompétition, internationalisation et pédagogie. Super, bah, je vous propose, merci Sébastien, que ça soit la trame de notre entretien, parce que ça va nous permettre de couvrir pas mal d'aspects. Premier aspect, concentration, c'est peut-être le plus visible quand on arrive de l'extérieur. Où est passé l'ESC La Rochelle? Est-ce que HEC existe toujours quand même? Rassurez-nous. Est-ce qu'il y a donc moins d'acteurs? Comment ça s'est passé?
Alors, moins d'acteurs, pas forcément, puisqu'on a quand même en France, vous avez 350 écoles de management et de commerce. Il y en a partout sur le territoire. Mais là où il y a eu une concentration, c'est dans ce qu'on appelle les grandes écoles de management. Donc, sur ces 350 écoles, vous avez seulement 70 écoles qui délivrent au moins un diplôme reconnu par l'État. Donc, la proportion déjà faiblit énormément. Et vous n'avez que 39 grandes écoles, c'est-à-dire qui sont capables de délivrer un diplôme revêtu du grade de master sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, ces 39 grandes écoles, elles étaient plus nombreuses auparavant. Elles se sont concentrées autour de deux grandes écoles de management assez prestigieuses. Et sont arrivés un autre paramètre, c'est les accréditations internationales. Donc, vous en avez trois principales. Vous avez ACSB, l'accréditation internationale américaine, EQUIS, l'accréditation européenne, et AMBA, qui est une accréditation anglo-saxonne. Donc, ce sont des systèmes de normalisation de la qualité qui permettent de benchmarker la qualité d'une école au regard des standards internationaux. Alors, des écoles qui possèdent la triple accréditation, il y en a 1% dans le monde. C'est à peu près une centaine d'écoles de management dans le monde. En France, il y en a 18. Donc, ce sont de très grandes écoles, souvent les plus prestigieuses, qu'on retrouve aux premières places de l'ensemble des classements, qu'ils soient français ou internationaux. Et ça atteste vraiment de la qualité d'une école, de la qualité de la pédagogie, de la recherche scientifique, qualité du corps professoral, qualité de l'accompagnement également, accompagnement à la trajectoire professionnelle, accompagnement tout au long du parcours. Tout cela est benchmarké au niveau international. Et donc, les écoles accréditées ont le niveau correspondant aux meilleurs standards internationaux. Donc, vous voyez que et alors, Sébastien, je vous interromps, pardon, mais comment ça se fait que les écoles françaises soient autant reconnues dans les classements internationaux? On n'arrête pas de parler de déclin français, de la catastrophe des classements PISA. Et alors là, miracle, les écoles de commerce françaises, on nous dit dans les 100 meilleures, il y en a 18 françaises. Oui, c'est parce qu'on fait du très bon travail, alors on les récupère après le secondaire et puis on les amène vers des niveaux de performance extrêmement élevés. Je pense que c'est dû à l'histoire. Hein. Vous savez que les grandes écoles de management ont été créées par les chambres de commerce et d'industrie, alors qu'à l'international, on va surtout voir des School of Business, School of Economics, School of Finance, qui sont des départements d'université, donc avec toute la puissance de l'adossement universitaire. En France, vous avez d'un côté l'université et de l'autre côté les grandes écoles de management. Donc, les grandes écoles de management se sont développées sur des modèles alternatifs comparés à l'université, même si, d'une part, nous travaillons beaucoup avec nos collègues universitaires et que, d'autre part, nos corps professoraux n'ont rien à envier aux meilleures universités françaises en termes de recherche, en termes de pédagogie et d'excellence. C'est tout simplement ce développement différent qui a invité les grandes écoles de management françaises à rechercher des signaux d'excellence par les accréditations internationales et puis, pour se développer, être visible aussi à l'international, avoir toujours plus de partenariats. Donc voilà, c'est un peu un biais de l'histoire quant à l'origine des grandes écoles de management. Et alors, une question que peuvent se poser les parents, si jamais il y a une concentration comme ça, est-ce que c'est parce qu'il y a aussi des écoles qui ont fait faillite? Parce qu'il y a peut-être une sorte de course à l'échalote pour pouvoir remplir ces critères des accréditations internationales. S'il y a des écoles qui font faillite ou s'il y a des noms d'écoles qui disparaissent, comment est-ce que je peux garantir de faire un bon placement quand même, parce que ça coûte cher, une école de commerce, pour le futur de mon enfant et ne pas soit rentrer dans une école qui pourrait faire faillite, soit lui donner un diplôme qui disparaîtrait? Oui. Alors, le mot placement est fort à propos, puisque justement, en rejoignant une grande école de management, vous allez investir dans le capital humain de votre enfant. C'est-à-dire que le capital humain, c'est quelque chose dans lequel on peut toujours investir pour être plus performant, saisir d'autres opportunités, mais il faut vraiment retenir cette notion de capital. Alors, des écoles qui ont fait faillite, parmi les grandes écoles, il y en a très peu. Il y a quelques accidents, malheureusement, mais vraiment, on les compte sur quelques doigts d'une seule main. Par contre, les acteurs se sont rapprochés. Il y a eu une vague à la fin des années 2010, début des années 2010, une vague de fusion, tout simplement. Je peux en citer quelques-unes, mais l'école de Marseille qui a fusionné avec Bordeaux pour donner Cage, l'école de Rouen qui a fusionné avec celle de Reims pour donner Neoma, l'école de Lille avec celle de Nice pour donner Schema. Donc,
donc ce rapprochement d'acteurs, forcément, a concentré l'environnement des grandes écoles de management autour d'acteurs beaucoup plus volumineux, avec des tailles critiques beaucoup plus importantes, mais qui surtout ont des moyens d'action qui permettent de décupler vraiment leurs initiatives avec beaucoup plus de partenariats, de présence à l'international, la capacité à recruter les meilleurs professeurs et les meilleurs experts dans le monde entier. Donc c'était extrêmement intéressant cette vague de création d'acteurs avec des tailles critiques importantes pour justement être très compétitif à une heure où la compétition autour du talent et à la formation autour du talent, elle est globale. Elle n'est pas vraiment, elle est pas nationale. Et ça veut dire, enfin, ça je comprends sur donc la survie des écoles a priori qui vont continuer. En termes de diplôme, je suis un ancien ESC La Rochelle. Qu'est devenu l'ESC La Rochelle? Alors, l'ESC La Rochelle, qu'est-ce qui va assurer le fait que la valeur de mon diplôme perdure? Ben pour un ancien de l'ESC La Rochelle, donc nous on appelle ça dans notre jargon les alumni, c'est un mot latin qui désigne notre communauté de diplômés qui étaient là durant les 33 ans d'existence de l'école. Mais justement, il voit quand même son école évoluer. Alors certes, elle a changé de nom parce que nous ne sommes plus spécifiquement localisés à La Rochelle. Nous sommes bien sûr à La Rochelle, le campus historique est à La Rochelle, mais nous avons également maintenant un campus à Tours, un campus à Orléans. Et on a décidé donc que ESC La Rochelle, pour aller s'implanter à Tours, c'était peut-être pas pertinent. Donc on a choisi de s'appeler Excelia, parce que ça nous correspond, parce que c'est notre quête aussi d'excellence. C'est la quête vers laquelle nous amenons nos apprenants, l'excellence intellectuelle, l'excellence dans la réussite, dans l'épanouissement, dans la trajectoire, dans l'éthique et la responsabilité aussi, c'est une de nos grandes forces. Et finalement, il voit que son diplôme, il voit que son école, eh bien, elle est devenue triple accréditée, elle fait partie du Gotha mondial des 1%. Elle voit qu'elle ouvre des campus en France. Elle voit qu'elle a de plus en plus de partenaires prestigieux à l'international. Ils peuvent recruter aussi des diplômés pour se rendre compte du travail qui est effectué au quotidien dans l'école et de la qualité des profils qui sortent diplômés de l'école. Donc, ils regardent ça avec grande attention. Mais après, le monde change. Les écoles, ce sont des organisations, mais ce sont des organismes vivants. Donc, les noms changent, les stratégies changent. Mais globalement, ce sont des institutions, quand je vous parle des 39 grandes écoles françaises, ce sont des institutions pérennes. Elles ont des modèles différents. Vous avez toujours des modèles consulaires adossés à des chambres de commerce, de moins en moins. Notre modèle, c'est un modèle associatif. Donc, quand vous investissez dans l'éducation de votre enfant, vous investissez avant tout dans une association qui va consacrer l'ensemble de ses revenus à justement l'éducation pour ses apprenants. On ne rémunère pas d'actionnaires, on ne rémunère personne, il n'y a pas de dividendes. On est une association à loi 1901. On est d'ailleurs reconnu par l'État comme un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. C'est-à-dire que l'État nous reconnaît une mission d'intérêt général. Donc, on prolonge l'action de l'État qu'il a notamment avec les universités au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, la valeur du diplôme, c'est vrai qu'il faut que l'institution reste en vie, reste pérenne. C'est très rare quand il y a une catastrophe industrielle, on ne le souhaite à personne. Mais globalement, ces diplômes-là, dans le temps, ils ont une valeur. C'est un diplôme d'une grande école de management. Les grandes écoles de management, les grandes écoles d'ingénieurs sont les championnes de l'employabilité et de la reconnaissance du diplôme. Et ensuite, choisir l'école, c'est aussi faire un pari sur plusieurs dizaines d'années en participant à la croissance de son école, d'abord en tant qu'étudiant, puis ensuite en tant que diplômé, pour toujours revenir, se tenir au courant, participer, recruter des étudiants, intervenir en cours, partager son expérience, apporter sa pierre à l'édifice pour que l'école accède à des sentiers vertueux de croissance qualitative, quantitative et surtout d'excellence. Merci beaucoup, c'est plus clair pour moi. Caroline, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste faire une petite incise pour rappeler aussi que c'est pas seulement un diplôme de l'ex-ESC La Rochelle, c'est surtout un master, un diplôme de master reconnu d'une grande école de management. Et ça, la valeur de ça ne se perd pas. Merci, oui, ça c'est important. Et alors, question de pure curiosité, je suis donc, si j'ai bien compris, Excelia, c'est aujourd'hui la fusion de l'ancienne ESC La Rochelle, Tours et Orléans. Je suis un ancien de l'ESC Orléans. C'est facile pour moi de me sentir alumni, comme vous dites, d'Excelia? Alors, c'est facile, je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas diplômé de l'ESC d'Orléans. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est une... voilà, nous avons absorbé les écoles de Tours et d'Orléans assez récemment.
on est en train de justement travailler énormément avec les alumni, avec les diplômés de ces écoles. Qu'ils aient un sentiment d'appartenance, je pense qu'ils seront toujours au SC Orléans. Par contre, maintenant, si ils veulent appartenir à un réseau, s'ils veulent se retrouver pour échanger, puisque les réseaux des grandes écoles de management sont des réseaux extrêmement forts et même extrêmement puissants, puisque ça, par exemple, le nôtre rassemble quand même 40 000 diplômés, donc qui échangent, qui peuvent se former aussi, parce qu'ils peuvent revenir devant la salle de cours, devant leur ordinateur, puisqu'on essaie d'avoir des actions de formation tout au long de la vie pour actualiser leurs connaissances, leurs compétences. Donc, c'est avec le temps, je pense que va s'effacer l'appartenance ESC Orléans ou les SEM à Tours pour vivre l'aventure Excelia dans la mesure où on répondra à leurs attentes et qui se diront mais tiens, c'est une très bonne chose, c'est un signe des temps aussi, les entreprises évoluent et c'est une très bonne chose de participer à ce réseau parce qu'on y apprend plein de choses, parce qu'il y a des possibilités, des opportunités, etc., etc. Donc ça va se faire dans le temps. Et de toute façon, il y aura toujours de la place pour les diplômés ESSEM, ESC Orléans et bien entendu, groupe Subdeco La Rochelle. Ça, c'était le petit clin d'œil pour ceux parmi tous les expatriés qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont des anciens d'une école dont ils ne retrouvent plus le nom et qui se demandent un peu ce qu'ils doivent mettre sur leur profil LinkedIn. C'est assez désagréable. Donc, on a bien compris le message. Si j'en reviens à ceux parmi nous qui sont parents de grands ados là et qui réfléchissent à leur... j'ai quand même aussi une question sur les rankings. C'est une question qu'on nous pose souvent. Il y a les rankings qu'on voit dans la presse, notamment anglo-saxonne, le Graal, si j'ai bien compris, du ranking FT, du Financial Times. Mais est-ce que ça correspond toujours au choix des étudiants? Est-ce que les étudiants suivent exactement ce qui a été dit dans ces rankings ou est-ce qu'ils ont leur propre échelle qui ne bouge pas trop, elle, dans le temps? Un ranking, c'est avant tout un indicateur qui peut aider ou un outil d'aide à la décision, tout simplement. On peut se fier au ranking. Les classements sont... plus ou moins parfaits ou plus ou moins parfaits. Je n'ai pas forcément de religion. Ils ont quand même le mérite de rendre très accessible une réalité qui est quand même assez complexe. Après, ils sont structurés de manière différente. Vous avez des rankings où ce sont les diplômés qui répondent. Donc là, forcément, ils attestent de l'expérience qu'ils ont vécue, de comment l'école les a accompagnés, de leur niveau d'épanouissement, de réussite une fois qu'ils sont sortis de l'école. C'est extrêmement intéressant de consulter ces classements, parmi lesquels celui que vous citez, par exemple, le classement du Financial Times, qui est un des plus prestigieux au niveau international. Il y a celui de The Economist aussi, au niveau international, qui est extrêmement intéressant. Ensuite, il y a des classements qui s'appuient sur des données de l'école, avec un large biais quantitatif, puisque il y a quand même une primauté à la taille critique dans les classements. Mais globalement, si c'est un outil d'aide à la décision, il ne faut pas considérer que celui-là. Il n'y a pas que des choix de raison, le choix d'une école, il y a aussi des choix de cœur, parce que j'ai envie d'une localisation, je sens que je vais m'épanouir dans cette école, j'ai le désir d'aller étudier dans cette école parce que j'ai rencontré le corps professoral, parce que la stratégie me plaît, parce que le positionnement, les valeurs me correspondent. Il y a tout ça aussi qui participe à la décision. Donc, il faut s'informer auparavant avant de choisir son école. Le mieux, évidemment, c'est d'y aller. Alors, quand on habite très loin, c'est vrai que c'est assez difficile, mais le contexte sanitaire qu'on a connu a quand même ouvert des brèches de plus en plus importantes au niveau du digital. Et il n'est pas rare que beaucoup d'écoles organisent ce qu'on appelle les journées portes ouvertes digitales, où vous allez pouvoir rencontrer les professeurs, les équipes d'encadrants, où vous allez pouvoir avoir une présentation de la direction qui va vous parler des valeurs, de l'orientation stratégique, de la mission de l'école. Et donc, va vous donner un ensemble d'informations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver et qui vont participer à faire votre choix. Et puis après, il y a la ville dans laquelle on veut vivre également. Il y a la spécificité, la couleur dont on veut se revêtir avec le diplôme, puisque toutes les écoles ont quand même des caractéristiques. Elles ne sont pas, même si elles sont toutes généralistes, elles ont quand même toutes aussi une spécificité très, très forte sur un domaine du management, une approche du management, un secteur d'activité, une fonction. Donc, tout ça, ce sont des informations qui peuvent participer à faire votre choix dans le choix d'une école. Merci beaucoup. Donc, ranking, mais pas seulement. Ça, c'est important. J'ai deux petites questions très courtes avant de passer à la suite, parce qu'on a dit qu'on avait 3 points et on développe beaucoup celui-ci, mais qui est probablement le plus important. Première question très courte. Ranking, vous nous dites les écoles de commerce françaises sont très bonnes. Excelia, vous en êtes où?
Alors, il y a deux types de rankings. Soit où on est bien classé, où la méthodologie est parfaite, et soit on est moins bien classé, où la méthodologie est un peu plus hasardeuse. Ils n'ont pas fait leur boulot, là. Ouais. Non, c'est une Je vous vois venir. C'est une plaisanterie. Vous allez retrouver Excelia en France dans le top 15, dans tous les classements. À l'international, donc là où beaucoup de diplômés répondent, on a fait une belle percée depuis 3 ans, qui est tout simplement constitutif du travail de qualité qui est mené ici depuis plusieurs années. Je dis 3 ans parce que je suis arrivé il y a 3 ans, mais le travail était entamé auparavant. On voit que la modestie, c'est la grande valeur. C'est mon deuxième prénom. Voilà, non, c'était une plaisanterie, bien entendu. Et on a fait une très belle percée. Dans le classement du Financial Times, nous sommes la 9e école française. Donc, on est dans le top 50 des meilleures écoles de management au monde, puisque c'est les 100 meilleures. Ce qui est quand même une performance, hein, vraiment. C'est une performance. C'est la deuxième année où on est dans le top 50. Donc, on en est très heureux, d'autant plus que 60% des réponses, une fois de plus, ce sont les diplômés qui les donnent. Ce n'est pas nous. Ce sont les diplômés qui sont interrogés sur leur carrière, leur épanouissement, si l'école les a accompagnés, si l'école a tenu ses promesses. Donc, c'est hyper intéressant de savoir que nos diplômés dans le monde entier, parce que beaucoup travaillent à l'international, réussissent, s'épanouissent et disent « Ouais, j'ai bien fait de choisir cette école, elle m'a particulièrement accompagné à mon parcours. » Le deuxième classement, celui de The Economist, nous sommes la 7e école française, on est à la 11e position. Donc là encore, cette année, on a été le travail qu'on fait a été largement salué par les classements internationaux et on en est absolument ravis. Ça nous invite à aller encore plus loin et encore plus fort. Bravo. Non, mais quand je vous parlais d'étoiles montantes, c'était pas juste une expression en l'air. Dernière question sur cette partie, c'est premier. Après, on passe à la suite. On a dit concentration. On a vu, on a mesuré. Et je pense que ça aide à clarifier le paysage pour tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous pensez que ce mouvement est terminé? Est-ce que le marché français est à l'équilibre? Oui, ça fait quand même un moment que les acteurs sont stabilisés, que les acteurs se positionnent avec des positionnements différents, qu'ils sont bien identifiés. Donc, je trouve que l'environnement des grandes écoles de management en France est devenu quand même beaucoup plus lisible. Après, on n'est pas à l'abri de concentration parce qu'il y a peut-être des recherches de croissance externe chez les acteurs. Néanmoins, on est quand même sur un marché extrêmement stabilisé. Et même si on est dans une école qui décide de s'allier, de fusionner, ou qui est absorbée par une autre école, c'est certainement une école de plus grande qualité encore, donc c'est tout au bénéfice finalement des apprenants. Merci beaucoup Sébastien. On passe sans tarder à la deuxième partie. Donc vous nous avez dit concentration, hyper-compétitivité, là je crois que c'est clair pour nous tous. Un deuxième sujet qui est évident pour les expatriés, mais pour lesquels on aimerait des preuves, c'est internationalisation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que les écoles de commerce sont beaucoup plus internationales aujourd'hui qu'il y a 25 ou 30 ans? Ah oui, largement, tout simplement parce que pour aller chercher les accréditations internationales, il faut correspondre aux standards internationaux et pour correspondre aux standards internationaux, il faut avoir une dimension internationale extrêmement intense. Donc, nous ne sommes pas des écoles qui accueillons des internationaux, nous sommes des écoles internationales. Voilà, on ne fait pas que de l'accueil d'internationaux. Ça se sent dans tous les interstices de l'école. Nous avons quand même Caroline O'Neill ici avec nous, donc ça se sent. Mais ça commence par ce qu'on appelle l'International at Home. 80 nationalités différentes sur les campus, donc c'est pas rien. 25% des étudiants, ce sont des étudiants qui viennent du monde entier. Les cours se font indifféremment en langue anglaise, en langue française. Vous pouvez apprendre plus d'une dizaine de langues vivantes à l'école. La moitié du corps professoral, un peu plus même, ce sont des professeurs qui ont fait leur thèse ou ont des nationalités étrangères. Donc vraiment, les grandes écoles de management en général, Excelia Business School en particulier, voilà, sont des écoles vraiment internationales. Et puis, il y a tout un système de partenariat universitaire. Nous avons 200 partenaires dans le monde entier, répartis dans une 60aine de pays. Donc, c'est absolument énorme, où les étudiants peuvent aller passer un semestre, un an, peuvent obtenir un double diplôme parce que c'est le projet, tout simplement, ou parce qu'il y a des envies de mobilité, des contacts dans le monde entier pour faire des stages à l'international. Ça dépend des programmes, mais voilà, déjà, tous ont des séjours obligatoires à l'international. C'est extrêmement important et formateur. Il y a 1000 vertus en termes de plasticité cérébrale, en termes de capacité de socialisation, de développement,
de ce qu'on appelle les soft skills, que nous, on appelle les very hard skills, parce qu'elles sont extrêmement importantes. Les capacités d'autonomie, de conduite de projet, de se retrouver dans des endroits où il faut recréer du repère, où il faut quitter un peu sa zone de confort. Donc ça, c'est extrêmement intéressant d'avoir tous ces partenaires. Mais globalement, en fonction des programmes, on a une large partie de nos étudiants qui débutent leur carrière à l'international. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Caroline, est-ce que vous voudriez compléter donc sur le plan pédagogique? Oui, peut-être comment ça se traduit dans la salle de classe. Ça peut se traduire, si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure sur l'international at home, ça se traduit par des binômes d'étudiants qui travaillent de deux nationalités différentes, qui travaillent ensemble sur des projets et qui donc ont déjà tout de suite un premier pied dans le cross-cultural management, par exemple. Ça se traduit aussi par ce qu'on appelle des classes miroirs, c'est-à-dire des étudiants qui ont pendant la même session de cours un autre groupe dans un autre pays de façon commodale, hein, donc c'est-à-dire qu'on a et un public présentiel et un public distanciel qui suit la même conférence. Voilà, c'est des petits exemples comme ça pour montrer comment se traduisent cette internationalisation chez nous. Donc, un environnement dans lequel nos enfants expatriés qui ont une habitude, pour qui il est évident de faire coexister plusieurs nationalités, vont être à l'aise et devraient pas être perdus. Du coup, on va peut-être pas passer le plus de temps sur cette question-là. Pour nous, ce qui est important, c'est d'être rassurés sur l'aspect international, mais on n'a pas du tout besoin d'être convaincus de l'importance que ça peut avoir. On l'est déjà. Et en revanche, je vous propose de passer un peu plus de temps sur les évolutions pédagogiques dont nous parlait Sébastien Chanclot. Si jamais nous, parents, on revenait dans une école de commerce, qu'est-ce qui nous frapperait comme changement en termes pédagogiques? Peut-être question pour Caroline pour commencer. Alors, c'est vrai que la pédagogie, de façon générale, la pédagogie pour les jeunes adultes et les adultes a quand même beaucoup changé ces 30-20 dernières années. Je pense que déjà à l'époque, si vous êtes des anciens d'écoles de commerce, je pense que déjà à l'époque, les écoles de commerce étaient un peu en avance. Surtout quand on parle d'études de cas, c'est-à-dire prendre des situations concrètes vécues par des entreprises pour en faire des sujets apprenants. Donc ça, je pense que déjà les écoles de commerce étaient un petit peu en avance. Et puis ça a continué. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte un petit peu moins rigide que le contexte universitaire, mais tout autant exigeant. Et je pense qu'une des forces des écoles de commerce, en tout cas des écoles de management, en tout cas celles qui font le boulot de l'innovation pédagogique, c'est qu'on a vite compris, évidemment appuyé par la recherche et les recherches en sciences cognitives, que la meilleure façon d'aborder ou de regarder un sujet en objet d'étude, c'est d'essayer de le prendre de plus d'angles différents possibles. Et ce qu'on appelle aussi l'apprentissage expérientiel. Et là, il y a deux choses. C'est-à-dire déjà, il y a un focus sur l'apprentissage et plus l'enseignement. Ça, c'est une grande évolution des sciences de l'éducation, en tout cas des modèles pédagogiques. C'est qu'on fait vraiment, on focus sur l'apprentissage, l'acte d'apprendre, et sur l'expérience. Et quand on parle d'expérience, on ne parle pas vraiment d'expérience professionnelle au sens très strict du terme, c'est-à-dire aller faire un stage dans une entreprise. C'est vraiment les expériences, toutes les expériences possibles. Voilà, c'est le cerveau, comment fonctionne le cerveau en termes de sciences de cognition, c'est-à-dire on va créer des connexions. Et plus on observe quelque chose d'un angle différent, donc à travers la conférence, ça reste une modalité pédagogique tout à fait valable, mais ensuite, on va aller voir en entreprise comment ça se passe, puis ensuite, on va faire une étude de cas, et puis après, le même sujet, on va le voir dans une autre matière, peut-être regarder sous un autre angle, et tout ça, on fait des connexions qu'on appelle les connexions multimodales, et ça nous permet de vraiment saisir le sujet et maîtriser un objet d'étude, et surtout le transférer ensuite dans d'autres situations. C'est-à-dire qu'après, on est capable de transférer dans d'autres situations et donc se débrouiller et développer de nouvelles stratégies, même si le contexte change. Et ça a vraiment été, je pense, fondateur des modèles pédagogiques qu'on propose, en tout cas celui qu'on propose nous avec Célia, et qui est proposé dans d'autres écoles de commerce. Merci beaucoup, Caroline. On sent que vous êtes passionnée et ça donne assez envie de venir écouter un cours avec Célia. Avant d'en arriver vraiment dans ce contenu des cours, il y a quand même déjà aussi une autre chose pour les parents qui est compliquée. Ce que je vous disais en introduction, c'est que beaucoup ont laissé un modèle
prépa quasiment indispensable, puis grande école de commerce. Aujourd'hui, on revient et il y a alors non seulement la prépa intégrée, ça déjà on connaissait, mais il y a aussi le bachelor, le BBA, le bachelor international, le master. Donc on a entendu parler de la réforme LMD quand même. On suit un peu l'activité, ce qui n'empêche pas qu'on est un peu perdu dans ces différentes offres. Est-ce que vous pourriez nous l'un ou l'autre, nous faire un résumé de la façon dont est structuré l'apprentissage en école de commerce et nous redire quelles sont les passerelles, quels sont les systèmes où si on commence là-dedans, après c'est terminé, ou comment est-ce qu'on peut passer jusqu'à peut-être un PhD dans vos écoles? Alors, au niveau des écoles de commerce, on va surtout se concentrer sur les 5 années en fait, qui vous conduisent à un master. C'est vrai qu'avant, classe prépa, et puis 3 ans de programme grande école, et on obtenait un master en management ou master en commerce. Là, c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué. Vous avez toujours la classe prépa, la classe préparatoire avec ses 1000 vertus qui vous prépare justement à des hautes études en commerce et en management. Et vous avez également des admissions sur titre. On va plutôt parler de niveau avec 2 années après le bac, 3 années après le bac, qui vous permettent des passerelles pour rentrer dans presque tous les programmes master, programme bachelor. Les familles de programmes, c'est très simple. Vous avez d'abord, on appelle dans le milieu anglo-saxon, les programmes undergraduate, donc les programmes qui vous conduisent à un diplôme de niveau licence. C'est ce qu'on appelle les bachelors. Ils peuvent être faits en 3 ans ou en 4 ans. En 3 années, ce sont des bachelors généralement qui vous invitent à vous professionnaliser pour ensuite avoir le choix entre aller travailler ou poursuivre vos études. Et puis les bachelors en 4 ans, les fameux Bachelor with Honors, les BBA, les Bachelor of Business Administration, qui forment plutôt des profils capables de travailler dans des grands groupes, dans des multinationales, à l'international. Donc ça, c'est la gamme de bachelor et de formation undergraduate. Ensuite, les formations graduate, vous en avez 2 types. Vous avez le master grande école, qui est le programme historique, généralement le vaisseau amiral de chaque école de management, mais qui peut être accessible post-bac. C'est-à-dire que vous pouvez vous engager pendant 5 ans et vous allez vivre les 5 années du programme master grande école. Donc, c'est une immersion pendant 5 ans qui vous conduit au diplôme de master. Mais vous pouvez l'intégrer après un bac plus 2, typiquement classe préparatoire, typiquement un BTS, un ancien IUT, mais maintenant les IUT deviennent BUT, donc deviennent des bachelors eux aussi, donc en 3 ans. Donc, vous pourrez intégrer le master en 2 ans après ces 3 ans. Et voilà, vous pouvez intégrer à tous les niveaux le programme master grande école. Et dernière gamme de programmes master, les Master of Science, qui sont des programmes professionnalisants, ultra spécialisés, là où le master grande école va être généraliste, va vous permettre aussi de vous spécialiser. On va aller beaucoup plus vite dans le vif du sujet avec un Master of Science qui va vous spécialiser d'entrée sur un secteur d'activité, une fonction, un domaine en particulier de l'entreprise. Donc voilà la gamme qu'on voit à l'écran d'ailleurs, cette gamme de programmes, bachelor international, master grande école et master of science. Génial, merci beaucoup. On a des remerciements dans le fil parce que c'est voilà, peut-être quelque chose qui vous semble évident, mais qui pour nous qui sommes loin est bienvenu comme rappel. Et alors, ça c'est le cas général, puisque c'est notre promesse aujourd'hui de faire l'évolution des écoles de commerce en général. À Excelia, vous avez quoi comme programme parmi ceux-là? Nous les avons tous. Très bien. Voilà, tous. Alors, bien entendu, il y a des dénominateurs communs entre les programmes, mais nous avons un bachelor qui va former des profils assez généralistes, capables d'intégrer le marché du travail au bout de 3 ans d'études. Donc, on est plutôt sur du middle manager, avec une formation qui va être très relation client, très marketing et commercial. On a le BBA international. Là, on va former plutôt du manager du cadre d'entreprise, capable d'envisager et d'adresser les problèmes, les enjeux globaux, à un niveau global, capable de travailler dans une multinationale. Plus de la moitié d'entre eux commencent leur carrière à l'international d'ailleurs. Donc, on est vraiment sur le système plutôt américain du Bachelor with Honors. Donc ça, on est un peu à cheval, c'est un peu alternatif par rapport au LMD, licence, master, doctorat que vous connaissez bien. On est plutôt sur le modèle anglo-saxon, modèle également chinois, modèle sud-américain, espagnol, de ce fameux Bachelor with Honors, où il y a au moins 1 an et demi à l'international,
parce qu'on forme vraiment le profil de l'étudiant d'un point de vue international, d'un point de vue perception des enjeux du monde. Et ensuite, donc, le master grande école, un master généraliste, c'est le programme phare, c'est le diplôme le plus élevé en France, puisque le doctorat est un titre, mais le diplôme de master, qui est délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur, nous revêtons notre diplôme avec le grade de master que nous a habilité à délivrer le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc là, on est vraiment sur le diplôme roi des grandes écoles de management, plutôt généraliste, mais qui permet quand même de se spécialiser, de se donner une couleur dominante, et puis qui permet de vivre toutes les expériences que peuvent proposer les grandes écoles, soit en termes d'expatriation académique, d'international, d'entrepreneuriat, de missions diverses et variées, mais c'est le programme phare. Et le Master of Science, c'est hyper intéressant, c'est pour les gens pressés. C'est ceux qui, bon, moi le généraliste, ça va, je sais ce que je veux faire, je fonce et je veux faire que ça, parce qu'il n'y a que ça qui me plaît de toute façon. Donc, je me spécialise dans le marketing digital, dans le luxe and cosmetics, etc., sur un programme qui va de 15 mois à 24 mois, ça dépend comment on l'aborde, qui délivre un très beau diplôme et un passeport pour une employabilité sans aucun problème. Merci beaucoup, Sébastien. Est-ce que Caroline voulait compléter peut-être en nous disant les couleurs spécifiques de ces formations à Excelia? Alors peut-être, oui, comment ça se traduit dans la pédagogie, c'est-à-dire évidemment chaque programme, chaque diplôme a un objectif. Sébastien l'a dit tout en dernier, c'est-à-dire l'employabilité, hein, mais on se prépare à différents types d'emplois et donc ça se traduit forcément dans la pédagogie parce que, ou du moins dans le contenu pédagogique, parce que au final on n'est pas là juste pour apprendre par plaisir d'apprendre, on est surtout là pour apprendre des choses qui vont nous servir. Donc si je prends un exemple, le BBA qui a une couleur très internationale, très vision globale des choses, eh bien, dans ce programme-là, il va y avoir beaucoup d'opportunités d'expérience à l'étranger. Il va y avoir des propositions de langues plus ouvertes. On pourra apprendre jusqu'à 3 langues. Voilà. Donc chaque programme va être complètement adapté au profil recherché en sortie de diplôme. Super. Et les couleurs fortes en termes de métier d'Excelia, j'avais le tourisme en tête. Est-ce qu'il y en a d'autres pour lesquels vous êtes particulièrement à la pointe? Alors le tourisme, c'est une école à part entière. De manière plus globale, nous, notre spécialité vraiment depuis la création de l'école, c'est de former des managers qu'on appelle des managers responsables dans les domaines de la finance, du marketing, du management des ressources humaines, de la supply chain, des entrepreneurs également. Mais pourquoi, que veut dire manager responsable? Déjà, c'est un manager qui connaît les enjeux et les objectifs du développement durable, par exemple, et les enjeux vraiment critiques que a eu la planète, donc qui est capable d'y répondre, qui va être capable d'y répondre dans l'organisation, qui va même être capable de renforcer la culture de l'organisation dans laquelle il va arriver de ce point de vue-là, parce qu'il a multiplié les expériences, parce qu'il a multiplié les enseignements et parce que tous nos enseignements abordent les questions de durabilité, de prise de décision durable, les questions de responsabilité sociale de l'entreprise, les questions d'éthique, de gestion de l'environnement. C'est-à-dire qu'on a des blocs vraiment dédiés à ça, mais à un moment donné, quand vous êtes dans un module de finance, vous allez aborder la finance responsable. Quand vous êtes dans un module de supply chain management, vous allez aborder comment est-ce qu'on peut avoir une chaîne d'approvisionnement beaucoup plus responsable, comment on peut embarquer les fournisseurs avec nous dans cette mise à la norme, ou tout du moins mise à la norme, oui, en tenant compte des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, etc. Donc, ce sont des managers qui vont être triplement performants d'un point de vue économique, bien sûr, mais également d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social et sociétal. Donc ça, c'est le chapeau général. Ensuite, nous formons à tous les métiers de l'entreprise, dans tous les secteurs d'activité de l'entreprise, sur toute la chaîne de valeur, le management de la logistique, de la distribution, de la supply chain, la finance, que ce soit chargé d'affaires en banque ou trader à la City à Londres, sur le marketing digital, chef de produit, chef de marque, etc. Donc, tout le spectre des métiers de l'entreprise, de n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire tant pour le grand groupe que pour la start-up,
que pour l'entreprise de taille intermédiaire, mais aussi pour l'ONG, pour les associations, pour les organisations publiques, pour les clubs de sport, etc. Tout type d'organisation, quelle que soit leur taille. Donc, c'est vrai qu'au niveau business, on a tout ce spectre-là, mais avec un dénominateur qui est extrêmement important pour nous. Et beaucoup d'expériences, justement, visent à cet engagement des étudiants d'un point de vue sociétal, social, environnemental, et les enseignements participent à cela. Parce que tout simplement, nous estimons que tant que manager responsable n'est pas un pléonasme, on continue, on évangélise, on éduque en ce sens, avec des résultats qu'on nous connaît, on est très reconnu pour cette dimension. Merci beaucoup, Sébastien. Je pense que c'est un point important. J'ai plus que 2 questions parce que le temps file. Je pense que ça donne vraiment envie de rester longtemps en votre compagnie. Mais notre mandat, c'est d'être court pour être synthétique. Avant-dernière question donc. On parlait de la couleur spécifique. On voit que vous êtes une école généraliste. Ce qui est important pour nous, parents expatriés aussi, à part de comprendre ce monde qui a tellement changé, c'est aussi qu'on va souvent être loin de nos enfants. C'est-à-dire qu'on est à l'étranger, on renvoie nos enfants en France. Un certain nombre d'entre eux n'y ont jamais vécu. Ils sont français, mais en fait, sur le papier, et ils découvrent ce que c'est qu'une école française, même si elle est internationale, en arrivant pour commencer leurs études. Une de nos peurs, c'est qu'on nous dise « Ah bah il est majeur, il a 18 ans et 1 mois, donc il se débrouille, et s'il ne vous donne pas trop de nouvelles, eh ben, écoutez, il est majeur. » Quel suivi est-ce qu'il peut y avoir chez Excelia pour les parents qui habitent loin? Alors nous, ce qu'on fait, on a plusieurs dispositifs. Hein. Déjà, en fonction des programmes, vous avez quand même des newsletters d'informations sur ce que font les étudiants dans le cadre du programme. Donc ça, c'est des dispositifs qui sont assez génériques au programme. On a surtout des clubs parents. Donc des clubs parents qui peuvent se tenir soit en présentiel, soit en distanciel, ou à des périodes avec des périodicités d'1 fois par mois, par exemple. Vous avez l'équipe programme qui fait le point sur ce qui a été bien dans le programme, les petits incidents qu'il y a eu parce que des cours ont été annulés, parce que finalement une Learning Expedition qui était prévue en Belgique n'a pas pu se tenir. Et puis, mais au second semestre, vous allez voir, on va organiser quelque chose d'autre à Bilbao, par exemple. Donc, des clubs parents pour justement tenir les parents informés, que les parents identifient, surtout quand ils sont loin, qui accompagnent leurs enfants et qui peuvent solliciter aussi sur des questions diverses et variées, quand justement, ben oui, ça c'est un cas très fréquent, ben, l'étudiant, il n'est plus avec papa et maman. Alors, ben, ça arrive à tout le monde, hein, malheureusement, l'oiseau part du nid. Et puis, ben, au début, il appelle beaucoup, et puis après, il appelle moins, puis après, il faut l'appeler parce qu'il n'y pense jamais, etc. Bon, voilà, on a tous connu ça, on l'a fait aussi, hein, malheureusement. Mais et voilà, et donc là, ça permet effectivement de dire, tiens, est-ce que je pourrais avoir un petit bilan? Est-ce que ça se passe bien? L'absentéisme, les notes... Voilà, et donc là, vous avez quand même tout un programme, une équipe programme derrière qui vous dit, bah, écoutez, oui, ça se passe bien, pas d'absentéisme, rien ne nous est remonté, mais si vous voulez, on peut le convoquer simplement pour échanger, pour faire un petit point à mi-année et vous faire remonter peut-être des informations qu'il ne vous dit pas parce que la relation que nous, on va avoir avec lui, elle est forcément différente de celle que vous pouvez avoir avec votre enfant. Donc, des points d'attention, des points de vigilance. Voilà, on a été... je trouve particulièrement adroit, on a beaucoup travaillé pour ça pendant le Covid, où là, pour le coup, on avait affaire à des étudiants qui ont développé quand même des pathologies un peu nouvelles hein, pour nous, dues à l'isolement, dues au manque d'interaction sociale, etc. Et on a créé un réseau de sentinelles, donc un réseau qu'on a appelé Sentinelle, avec des collaborateurs, des collaboratrices et d'autres étudiants formés à l'écoute active pour justement déceler des coups de moins bien et tout de suite être là en support pour réencourager, pour réenchanter, pour réexpliquer, pour recréer du sens. Donc ça, on sait très bien le faire. C'est quelque chose que vous allez trouver dans les grandes écoles de management, l'accompagnement. Alors certains le font beaucoup, nous en faisons partie, nous on se nourrit de cette proximité. D'autres le font peut-être un peu moins, mais il y a quand même une base qui est extrêmement satisfaisante. Et si vous demandez des infos sur la scolarité de vos enfants, les équipes programmes vous donneront un état précis de la scolarité de votre enfant, de comment il évolue, comment il s'épanouit, etc., etc.
Merci beaucoup, Sébastien. Je pense que c'est un point important pour nous, parents. Peut-être une dernière question très courte pour Caroline. Sébastien nous a donné plein d'éléments pour choisir les programmes, pour se repérer, pour comprendre et identifier la couleur d'une école. Je pense qu'il nous a bien aidé à comprendre celle d'Excelia, mais celle du marché aussi en général. Il nous a parlé de journée porte ouverte. Comment est-ce qu'on fait pour en savoir plus sur Excelia en particulier, si jamais on a été intéressé par cette présentation? Alors, je pense que Valérie, notre collaboratrice, va mettre dans le chat les différents liens vers les journées portes ouvertes virtuelles ou en présentiel. Mais sinon, c'est un conseil simple. Moi, je pense que si on s'intéresse à les regarder, comme disait Sébastien tout à l'heure, se renseigner, si possible venir sur place, et essayer de comprendre cette différence, voilà, dont on parlait, cette différence, qu'est-ce qui fait que je vais choisir cette école plus que là. Et il faut que ça vienne d'un choix personnel aussi. Donc il y a le ranking évidemment, s'assurer de la qualité. Et puis ensuite faire un choix. Je pourrais donner un exemple anecdotique, mais par exemple, on aime la voile. Il faut trouver une école qui nous soutient aussi dans nos passions extra-curriculaires. Voilà, ce genre de choses. Pour donner un petit exemple pragmatique, il faut. Vous avez un espoir pour les JO 2024 en voile. Je suis bien le sujet. Ouais. On en a plusieurs même. On en a plusieurs. Un Français et un d'origine étrangère, mais qui est venu à La Rochelle justement pour s'entraîner. Donc c'est pour ça que je prends cet exemple. Il est choisi pas par hasard. Mais voilà, c'est pour dire ça aussi, c'est-à-dire que il faut aussi que l'école quelque part vous soutienne dans vos projets. Super, merci beaucoup. Ils existent déjà. Merci beaucoup Sébastien, on va s'arrêter là. J'aurais des milliers de questions à vous poser sur Parcoursup, mais je crois qu'il faudra que... Enfin, n'hésitez pas les internautes, Caroline et Sébastien sont là encore un petit peu, donc n'hésitez pas à profiter du chat pour continuer à poser quelques questions. Toute l'équipe est là pour vous répondre. Sébastien et Caroline, un grand merci, c'était absolument passionnant. Je me suis régalée à vous écouter et j'ai mieux compris ce qui se passait dans les écoles de commerce en France. J'ai découvert ce groupe Excelia que je connaissais pas forcément dans toute son actualité. Amis expatriés qui nous écoutez, vous pouvez évidemment trouver ce Facebook Live en replay sur Facebook, sur la page d'Excelia ou sur la page Femmes Expat. Vous la trouverez aussi pendant 1 an sur le site Femmes Expat dans la rubrique Le Rendez-vous des expats. Si vous voulez être sûr de ne pas louper les prochaines conférences de ce type, pensez bien à vous inscrire à notre newsletter. À très bientôt à tous et merci pour ce bon moment à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci Alix. Au revoir.